Togo, 10 personnalités ont déposé leur candidature en vue de l'élection présidentielle prévue le 22 février prochain. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la Commission électorale nationale indépendante. Accusée de détournement de fonds publics, Isabel Dos Santos dénonce activement dans les médias les accusations dont elle fait l'objet dans le cadre d'une opération anticorruption lancée par le gouvernement angolais. Et puis les islamistes somaliens Shebab ont toujours le Kenya dans leur viseur. Ils menacent les touristes et lancent un appel à de nouvelles attaques contre les intérêts américains après une attaque dimanche contre une base américaine. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Togo, 10 personnalités ont déposé leur candidature en vue de l'élection présidentielle prévue le 22 février prochain. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la Commission électorale nationale indépendante. Des précisions à travers ces images. Au total, 10 dossiers de candidature à l'élection présidentielle de février 2020 au Togo ont été enregistrés à la clôture du dépôt des dossiers mercredi à minuit. La commission électorale va désormais procéder à un examen préliminaire de l'ensemble des dossiers enregistrés qui seront ensuite transmis au ministère de l'administration territoriale pour la suite du processus. La liste définitive des candidats retenus sera publiée par la Cour constitutionnelle au plus tard le 28 janvier prochain. Selon des sources proches de la commission électorale, parmi les candidats enregistrés figure Jean-Pierre Fabre, chef de file historique de l'opposition et président de l'Alliance nationale pour le changement ANC, l'ancien Premier ministre et président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD, Kodjo Agbeome, et le président Faure Gnassingbé qui brigue un 4e mandat. Ce dernier est au pouvoir depuis 2005, après avoir succédé à son père, Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans. Il a été réélu en 2010 et en 2015, au terme de scrutins contestés. L'Ouganda a libéré 9 prisonniers rwandais en signe de bonne volonté. Leur libération intervient alors que les tensions sont vives depuis plusieurs mois entre les deux pays voisins, des anciens alliés qui en sont venus à s'accuser mutuellement d'espionnage, d'assassinat politique et d'ingérence. Reportage. L'Ouganda et le Rwanda avaient signé en août un accord par lequel ils s'engageaient à respecter leur souveraineté réciproque et à s'abstenir d'actions de déstabilisation sur le sol adverse. Mais les discussions qui ont suivi pour mettre en œuvre des mesures pratiques se sont révélées difficiles et à l'issue d'une réunion en décembre, les deux pays ont échoué à s'accorder sur les termes d'un communiqué final. Dans le contexte de bonne volonté exprimé dans les efforts pour normaliser les relations entre les deux pays, le gouvernement ougandais a retiré les accusations pesant à l'encontre de 9 citoyens rwandais pour des délits divers comprenant notamment la possession d'armes à feu et de munitions. La décision prise hier par le gouvernement ougandais de libérer 9 Rwandais est un bon pas vers l'avant, mais il y a encore beaucoup d'autres en prison. Nous allons poursuivre la négociation. Nous espérons que d'autres seront libérés, que d'autres éléments de l'accord seront mis en œuvre, puis nous dirons aux Rwandais qu'ils peuvent aller en Ouganda en toute sécurité pour y faire leurs affaires, tant qu'ils savent qu'il n'y a pas de problème. Nous espérons que c'est un bon début et que cela se poursuivra. Les présidents ougandais Yoweri Museveni et rwandais Paul Kagame étaient des alliés proches dans les années 80 et 90, quand ils s'étaient mutuellement aidés à accéder au pouvoir. Mais avant même le tournant du siècle, les relations entre les deux hommes se sont nettement dégradées. Depuis lors, une méfiance persistante caractérisait les relations entre les deux pays, dont les liens diplomatiques n'ont toutefois jamais été rompus. Les tensions se sont encore aggravées au début 2019, débouchant sur la fermeture de la frontière entre les deux pays en février. Dans des messages publiés sur Facebook et Twitter pour le Nouvel An, Yoweri Museveni a promis cette année que l'Ouganda ferait sa part pour la normalisation des relations avec le Rwanda. Il a également annoncé que de nouvelles rencontres auraient lieu très prochainement et que les deux pays prendraient des mesures décisives pour mettre fin aux tensions. Mais en attendant, la frontière est toujours fermée du côté du Rwanda, qui continue à empêcher les biens et citoyens ougandais d'entrer dans le pays.
Isabel Dos Santos dénonce activement dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux les accusations dont elle fait l'objet dans le cadre d'une opération anticorruption lancée par le gouvernement angolais. Elle estime que ce procès lui est fait à coup de mensonges, de fake news et de faux témoignages. Communiqué, interview, tweet, elle ne s'arrête plus. Ces derniers jours, Isabel Dos Santos fait feu de tout bois contre les accusations de détournement de fonds publics de la justice angolaise, bien décidée à défendre fièrement son empire. D'ordinaire peu férue d'épanchement médiatique, c'est elle-même qui a cette fois-ci organisé la contre-attaque. Cette semaine encore, Isabel Dos Santos, qui vit à l'étranger, a attribué sa mise en cause à un règlement de compte au sein du MPLA, le parti qui dirige Angola depuis son indépendance en 1975. Le mois dernier, un tribunal a annoncé le gel des comptes bancaires et des actifs de la milliardaire, incarnation du népotisme reproché à son père, l'ex-président angolais José Eduardo Dos Santos, pendant ses 38 ans de règne sur l'Angola. Selon le parquet général, Isabel Dos Santos et son mari d'origine congolaise, Sindika Dokolo, sont soupçonnés d'avoir détourné $1 milliard des groupes publics de pétrole Sonangol et de diamants Sodiam au profit de leurs affaires privées. La sanction des juges a ravivé la guerre que se livre depuis 2 ans la famille de l'ex-chef de l'État, José Eduardo Dos Santos, et son successeur João Lourenço, qui a promis d'éradiquer la corruption. Des centaines d'étudiants ont évacué le campus de l'université de Kinshasa sur ordre des autorités au lendemain de la mort d'un policier en marge d'un mouvement de protestation contre la hausse des frais d'études. Des centaines d'étudiants obtempérés, ne sachant où aller pour la plupart d'entre eux qui sont originaires de province. Les détails. Matelas, valises, baluchons, appareils électroménagers, les jeunes gens ont emporté à la va-vite leurs affaires sur des taxis-motos ou dans des taxis jaunes qui ont fait des bonnes affaires. Mes parents m'ont envoyé en urgence $80, déclare un étudiant dont les parents agriculteurs vivent dans le centre du pays. Le jeune homme affirme avoir trouvé un studio dans un quartier pauvre au nord de l'Uniquin. À la nuit tombée, les colonnes d'habitants des quartiers populaires et pauvres voisins de l'Uniquin emportent ce que les occupants n'ont pu emporter, tables, chaises, ustensiles de cuisine. La police avait lancé un ultimatum musclé dans la matinée. Tout étudiant encore présent jeudi sur le campus sera considéré comme un infiltré, un ennemi de la République faisant partie des bandits qui ont tué au moins un policier et en ont blessé grièvement d'autres mardi. Depuis lundi, les étudiants de l'Uniquin protestent contre l'augmentation des frais de scolarité à $285 en 2020 contre $275 l'année dernière. Dans le détail, ils protestent contre le nouveau taux de conversion du franc congolais avec le dollar passé de 920 à 1700 francs congolais, le taux officiel pour toutes les transactions. Le gouvernement avait demandé mardi la fermeture du campus et l'évacuation des résidences universitaires dans les 48 heures. La police avait demandé aux étudiants d'évacuer volontairement le campus et la cité universitaire avant le lancement de l'opération de déguerpissement forcé. Le président de la République, Félix Tshisekedi, va recevoir le comité des étudiants avant le prochain Conseil des ministres vendredi, a-t-il ajouté. Les islamistes somaliens Shebab ont toujours le Kenya dans leur viseur. Ils menacent les touristes et lancent un appel à de nouvelles attaques contre les intérêts américains. Ceci après une attaque perpétrée dimanche dernier contre une base américaine. Dans un communiqué, les Shebab, groupe lié à Al-Qaïda, indiquent que leur attaque contre le camp Simba, près de Lamu, dans l'est du Kenya, qui a tué 3 Américains et détruit plusieurs avions, constituait un avertissement. Présent en Somalie, les États-Unis y ont intensifié depuis avril 2017 leur frappe aérienne après l'extension par le président Donald Trump des pouvoirs donnés à l'armée américaine pour déclencher des opérations antiterroristes par voie aérienne ou terrestre. En avril dernier, le commandement militaire américain pour le continent africain a annoncé avoir tué 800 personnes au cours de 110 attaques aériennes depuis avril 2017 dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Shebab ont perdu l'essentiel de leur bastion, mais contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides.
Depuis son intervention militaire dans le sud de la Somalie en 2011 pour lutter contre les Chebabs, le Kenya a été la cible de plusieurs attentats meurtriers, notamment ceux du centre commercial Westgate à Nairobi et de l'université de Garissa. La plus récente menée en janvier 2019 par des Chebabs d'origine kenyane contre un complexe de Nairobi regroupant l'hôtel du site et des bureaux a fait 21 morts. Le communiqué demande aux djihadistes de faire des intérêts des États-Unis leur première cible. Après le sacre de Sadio Mané, désigné mardi dernier meilleur joueur africain de l'année 2019, les Sénégalais ne cachent pas leur joie, leur ambition et leur fierté. Pour beaucoup, l'attaquant de Liverpool est une véritable source d'inspiration, surtout après cette consécration. On écoute. On est très content qu'il ait obtenu ce ballon d'or enfin, parce qu'il a mérité depuis toutes ces années. Il était là, deuxième. Il le mérite vraiment, mais le seul souci, c'est qu'il n'est pas arrivé aujourd'hui, parce qu'on a hâte de fêter ça avec lui. On est très content qu'il l'ait pris. Tout le monde est fier ici au Sénégal. Enfin, on a notre troisième ballon d'or après ce gagné par la légende El Hadji Diouf. On n'était pas très content du résultat France Foot pour Sadio Mané parce qu'il méritait au moins d'être sur le podium. On croit que c'est une injustice, mais quand même c'est fini. Sadio Mané a gagné un ballon d'or. On est très très content. Il a été exceptionnel tant en championnat qu'au Sénégal. Alors, bravo à Sadio Mané et que le futur soit meilleur. Tout le peuple regardait comme une investiture. Parce que, imaginez Sadio Mané, il est parti de rien. Il a fait beaucoup de... Vraiment, il a dépassé sa volonté pour arriver jusque-là. C'était une fierté pour le peuple sénégalais, mais particulièrement pour la jeunesse africaine. En tout cas, Mané, on te dit, we love you. Oui, on était tellement contents de voir Sadio Mané sur le podium être le ballon d'or. On attendait même ça être ballon d'or mondial, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais on est fiers de le voir comme meilleur joueur africain, sincèrement parlé. Il nous a beaucoup inspiré, il nous a montré qu'à base de rien, on peut devenir quelqu'un. Oui, on est déçus parce qu'on pouvait fêter ça avec lui, de l'aéroport jusqu'à Bambali, quelque chose comme ça. Mais on n'a pas pu y arriver, peut-être son travail ne l'a pas permis ça. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on lui reproche, mais juste, le plaisir pouvait être mieux s'il était là, quoi. Parce que ce n'est pas facile aussi d'être le meilleur parmi les meilleurs. Et ça, il l'a eu. Parce qu'il a été avec des concurrents qui sont très très forts à leur poste, mais il a su réussir à se battre comme il le fallait pour ensuite devenir le meilleur de l'Afrique. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.